marché du travail et pour ça, il faut trouver des solutions. Mais il faut indiquer également que le gouvernement de la Côte d'Ivoire a très vite pris la mesure de cette situation. Voici pourquoi déjà en 2015, un ministère a été dédié à la question de l'insertion des jeunes, mais également une agence nationale a été créée, c'est l'agence emploi jeunes, pour adresser cette problématique. Parce qu'en réalité, cette problématique se démarque et il faut donc des solutions spécifiques pour l'aborder. Alors, le premier point pour nous, c'est d'indiquer le cadre institutionnel, mais qui est marqué par plusieurs réformes donc, qui ont été prises en matière d'insertion et d'emploi des jeunes. On a déjà le Code du travail lui-même qui a été adapté, aujourd'hui qui prend en compte la situation des personnes en situation de handicap, mais également les questions de stage pour les jeunes, on en a parlé tout à l'heure. Il y a également en matière de, en matière d'accès aux opportunités pour les PME nationales qui sont créées aujourd'hui, elles bénéficient donc de 30% des marchés publics. Nous avons la réforme sur l'enseignement technique et la formation professionnelle qui est basée sur une meilleure implication donc, du secteur privé. Tout à l'heure, on a parlé de la question de l'inadéquation entre les profils sortant des établissements et les besoins des entreprises. On a la définition des branches professionnelles, mais surtout depuis 2015, on a les différentes annexes fiscales qui prévoient donc des mesures incitatrices à l'embauche par le secteur privé des jeunes, des personnes en situation de handicap et de formation. Alors tout ce cadre, il est destiné à quoi faire? Il est destiné à motiver et bien entendu à accélérer la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Mais il faut bien comprendre que la question de l'emploi des jeunes va se poser de façon beaucoup plus holistique. L'emploi, c'est la fin d'un processus, mais qui démarre par quoi? Qui démarre par la formation. Le jeune suit une formation et à la fin, il vient pour rechercher une opportunité. Là, on constate que la plupart de nos économies ont autour de 80 à 90% d'informalité. On a 100 000 emplois formels créés par année. Et lorsqu'on les compare avec le flux de demandeurs, il y a un gap. Quelle solution trouver? Comment apporter des solutions qui puissent donc être adaptées à ce contexte? Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a donc deux organes qui adressent cette question. On a l'Agence emploi jeunes dont j'ai parlé tantôt et on a le Bureau de coordination des programmes d'emploi, le BCPE. Depuis 2016, sur la période 2016 à 2020, on a élaboré ce qu'on appelle la stratégie nationale d'insertion et d'emploi des jeunes. La version 2021-2025 de cette stratégie est en cours de finalisation, mais c'est une stratégie qui permet d'adresser trois questions. La première question, c'est donc le renforcement de l'employabilité des jeunes. Comment permettre aux jeunes d'avoir les aptitudes pour travailler, mais pour se maintenir en emploi? La deuxième problématique, c'est l'accès à l'entrepreneuriat pour les jeunes, donc à travers le financement de projets. Et la troisième, c'est la territorialisation donc, des initiatives en matière d'insertion et d'emploi pour les jeunes. Alors, très rapidement, lorsqu'on parle de renforcer l'employabilité des jeunes, il s'agit avant tout de développer les compétences de ces jeunes-là. Et en cela, dans le cadre du programme social du gouvernement PS-Gouv, vous savez que nous sommes maintenant à la deuxième édition du PS-Gouv. La première édition du PS-Gouv et la deuxième édition ont pour but, donc, en matière d'emploi, d'adresser 4 axes. Le premier axe, c'est ce qu'on appelle les programmes de développement de compétences qui permettent donc d'apporter des solutions sous forme de formation pour les jeunes. Les formations de reconversion et de requalification,
les formations par apprentissage et également, on l'a bien compris, aider des jeunes à travers la formation à la conduite automobile pour qu'ils puissent s'employer eux-mêmes ou bien travailler pour d'autres personnes. Alors, je parle de l'agence emploi jeune depuis quelque temps. Je vais demander dans l'assistance qui s'est déjà inscrit sur la plateforme de l'agence emploi jeune et qui dispose d'un numéro. Très bien. On a quelques-uns. Qui dans l'assistance a déjà bénéficié d'un programme mis en œuvre par l'agence emploi jeune? Que ce soit un stage, l'entrepreneuriat, on a quelques mains. Donc ça veut dire qu'il y a de la bonne matière pour nous tous. J'ai parlé tout à l'heure des programmes de développement de compétences. Nous avons également des programmes de stage. Dans l'intervention d'une jeune dame tout à l'heure, elle s'est posé la question de savoir, mais comment bénéficier d'un stage pris en charge? Déjà en termes d'opportunités, mais en termes d'accompagnement. Alors, nous mettons en œuvre des stages de qualification professionnelle, des stages de 12 mois, pour lesquels il y a une contribution financière de la part de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a 45 000 francs CFA qui sont payés pour le jeune, avec une part complémentaire payée par l'entreprise, au moins 25 000. Donc, si on prend le cas de Bolloré, par exemple, qui a un programme de stage, Bolloré peut concevoir son programme avec l'agence emploi jeune, de sorte que les jeunes qui effectuent les stages sont accompagnés par des primes, mais également bénéficient d'une couverture d'assurance pour respecter donc le caractère décent de leur occupation. Alors, j'ai vu que certains jeunes ici ont des t-shirts encore de leur établissement. Ils sont peut-être en train de boucler leur cycle de formation. Et pour ceux-là, on a aussi des stages de validation de diplôme qui permettent donc durant 3 mois à des jeunes, moyennant une contrepartie de 15 000 francs CFA par mois et une couverture d'assurance, d'effectuer des stages jusqu'à arriver à leur admission définitive. Le troisième dispositif que nous mettons en œuvre, qui est extrêmement important, c'est le financement de l'entrepreneuriat pour les jeunes. Alors, vous avez déjà entendu parler des opérations Agir pour les jeunes? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Agir pour les jeunes? Mais c'est quoi Agir pour les jeunes? Eh bien, je vais vous le dire. Agir pour les jeunes, c'est financer des projets d'entrepreneuriat, pour des jeunes avec des montants de financement compris entre 100 000 et 1 million de francs CFA. Je suis jeune, j'ai une idée d'entreprise. À travers l'agence emploi jeune et l'UNACOPEC, qui est le partenaire financier, je peux bénéficier donc d'1 million de francs CFA pour exercer mon activité. Sauf que ce sont des crédits, ce sont des prêts remboursables. On intervient également pour financer des projets à hauteur de 5 millions, ce qu'on appelle les micro et petites entreprises. Et on a un troisième segment qui va jusqu'à 50 millions pour le financement de projets. On parle là de projets structurants. Alors, depuis maintenant 2 ans, on a autour de 46 000 jeunes qui ont déjà bénéficié de financement avec un taux de remboursement compris entre 70 et 80%. Le quatrième dispositif, ce sont les travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui sont développés avec des collectivités pour l'entretien donc d'ouvrages d'intérêt public. Alors, l'ensemble de ces dispositifs sont mis en œuvre par l'agence emploi jeune, mais également en lien avec ses partenaires. Et parmi ces partenaires, j'ai cité tantôt la présence de la BAD. Avec la BAD, nous avons un important programme qu'on appelle le PAPS-Gouv, qui est le programme d'appui au programme social du gouvernement et qui doit permettre donc à plus de 10 000 jeunes d'avoir donc des stages et d'avoir également le financement de leurs projets. Voici donc présenté le cadre institutionnel comme on nous l'a demandé, mais surtout les opportunités concrètes que les jeunes peuvent saisir. Pour finir, et en attendant donc les échanges, de 2019 jusqu'en 2020, c'est plus de 121 000 jeunes
qui ont bénéficié donc de l'ensemble des opportunités en termes de formation, en termes de stage et en termes de financement de projets. Je vous remercie. Merci, monsieur Herman Nikoué, administrateur adjoint de l'agence Emploi Jeunes. Merci pour toutes ces précisions sur toutes les initiatives, en tout cas du ministère de votre agence pour l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Juste une petite question, quand on parle de jeunes, c'est compris entre quel âge et quel âge? Alors, merci. Normalement, on est jeune de 18 à 35 ans ou bien de 16 à 35 ans, mais nos programmes vont jusqu'à 40 ans sur certains dispositifs, notamment sur l'entrepreneuriat. Voilà, mais c'est de 18 à 35 ans, ce qui est prévu par les textes. Sauf qu'à 40 ans, il est encore à la maison, il ne fait pas grand-chose, donc on a essayé d'élargir un peu l'assiette. Nous souhaitions justement venir là parce que, sans parler de façon péjorative, sans vouloir vous offusquer, mais la jeunesse en Occident et la jeunesse en Afrique, c'est deux choses différentes quand même. 40 ans, on peut dire qu'on est encore jeune en Afrique. Alors, nous saluons encore une fois la présence parmi nous de ces personnalités, notamment de la ministre congolaise de la Culture, le Congo qui est vraiment le pays invité cette année. Nous avons également le président de la Fondation Magic System qu'on salue pour cette innovation, on le disait tantôt, pour l'organisation de ces conférences, voilà, pour pouvoir débattre de ces questions pertinentes, et également de l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, son Excellence Job von Kirchmann, à qui nous allons tenter quand même d'arracher quelques mots sur la question, sur le thème du jour, qui est consacré à l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. Alors, ce que je vais dire, c'est très, très simple. Vous avez dit, quand vous avez posé vos questions, il y avait quelques bras dans l'air. Quand moi, je pose la question, qui connaît Investir Ensemble, il va avoir quelques bras en l'air, etc. Le problème fondamental, c'est que l'information ne vient pas chez vous. Il faut la chercher. Et je vous félicite parce que vous êtes tous là, c'est-à-dire vous êtes à la recherche des informations. On a des programmes, nous tous, l'Union européenne, la BAD, la Banque européenne d'investissement, les États membres, l'Agence Emploi Jeunes, tout le monde a des programmes. Et souvent, ils ne sont pas suffisamment utilisés parce que les jeunes qui ne sont pas là aujourd'hui, ils s'attendent à la maison que quelqu'un toque à la porte pour dire, voilà, c'est le programme que tu peux faire. Mais ça ne marche pas comme ça. Vous avez tous un smartphone. Vous avez tous Google. Il faut chercher l'information. Vous allez trouver l'agence emploi jeune, vous allez trouver les programmes, et après, vous pouvez vous inscrire. C'est comme ça, ça marche. Et j'espère la jeunesse à San Pedro sera là quand demain matin, je vais animer le carrefour là-bas. Merci beaucoup. Merci à Salfo. D'accord, merci, Excellence. Nous allons vous demander de le raccompagner avec vos ovations. Merci. Et merci pour cette contribution pertinente, savoir utiliser de façon intelligente nos smartphones, parce qu'on le voit, on utilise beaucoup de smartphones pour suivre les influenceuses qui défraient aujourd'hui la chronique. Quand on regarde le nombre de vues, si on veut comparer le nombre de vues de ces influenceuses et le taux de consultation de l'agence Emploi Jeunes, bon, je suis sûre qu'il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Donc, il faut savoir mieux utiliser nos smartphones. Alors, nous allons passer maintenant à la série de questions-réponses. Voilà, tout juste après, bien entendu, l'intervention du ministre de l'Emploi. Voilà, le ministre de l'Emploi et également qui va nous parler du travail décent, monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, monsieur Adama Camara, qui nous fait l'honneur de rehausser cette conférence de sa présence. Et aujourd'hui, la protection sociale se présente comme le pilier du travail décent. Alors, on va lui demander notamment d'intervenir sur cette notion de travail décent. Qu'est-ce qu'il faut entendre par travail décent et qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour s'assurer que
les jeunes puissent bénéficier de travail décent. Monsieur le ministre Adama Kamara, vous avez la parole. Merci de m'avoir passé la parole. Je voudrais d'emblée exprimer ma joie d'être sur ce panel parce qu'il s'agit d'un sujet d'une importance capitale pour tout travailleur. Tout travailleur légitimement aspire à un travail décent. Et c'est ça la norme. Et le travail décent n'est autre que le travail productif, convenablement rémunéré, mais aussi qui s'exerce dans un environnement où le travailleur est en sécurité et surtout sa santé est préservée. En plus de ces 4 éléments que je viens de vous indiquer, il faut ajouter celui de la protection sociale où le travailleur doit, pour lui-même et sa famille, bénéficier d'un système de protection sociale qui garantisse son travail. Et la protection sociale, ce n'est rien d'autre que la couverture des risques sociaux. Ce n'est rien d'autre que les mécanismes mis en place pour protéger les personnes qui sont vulnérables. Vous entendez parler de beaucoup de choses pour ceux qui travaillent déjà. Ton premier souci, quand tu es en rapport avec un employeur potentiel, ce que le travailleur souhaite avoir pour sa sécurité, il veut que quand il travaille, il ait une assurance. Et les assurances sont multiformes. Les assurances sont en fonction des risques qu'on veut voir couvrir. Donc, celui qui travaille et qui n'a pas de système de protection sociale doit légitimement se considérer comme dans une situation de précarité qui n'est pas acceptable. Et au niveau des risques couverts et ceux qui sont communément connus, c'est la couverture du risque maladie. Tous ceux qui ont eu déjà contact avec un employeur, son souci majeur, c'est de dire, mais si vous m'employez, si je tombe malade, comment je suis soigné? Il y a beaucoup de personnes qui travaillent, hein. Tous les matins, elles se lèvent, elles vont exercer une activité qui leur permet de gagner beaucoup d'argent. Et il y a un sujet qui a défrayé la chronique dans nos pays assez souvent. On parle, entre guillemets, des gérants de cabines téléphoniques. Mais le gérant de cabine téléphonique, il a une rémunération. Et je suis bien placé pour vous dire que le gérant de cabine téléphonique, il a des rémunérations qui peuvent dépasser votre entendement. Ce sont des gens qui peuvent avoir mensuellement 300 000, 400 000, voire 500 000. Parmi eux, il y en a qui emploient des personnes qui sont employeurs. Mais fort malheureusement, ne connaissant pas leurs droits, ce qui devrait leur permettre d'attester qu'ils ont un emploi décent, ils ne vont pas vers l'information. Donc, je vais vous parler de la couverture du risque maladie. Après la couverture du risque maladie, tu as celui qui travaille, son souci, mais quand je vais à la retraite, comment je fais pour avoir un revenu de remplacement? Je suis certain que beaucoup parmi vous rêvent d'être des fonctionnaires simplement parce qu'ils se disent, si je suis fonctionnaire, j'ai un travail qui est garanti. Le jour où je vais à la retraite, on va me verser une pension de retraite. Ou le jour où je suis malade, comme je suis fonctionnaire, je suis affilié
à la MIGEFSI, le risque santé est couvert. Mais je puis vous assurer que la contrepartie, à savoir la couverture du risque maladie, la prise en charge sanitaire, mais ce n'est rien d'autre que parce que vous avez cotisé. Le fonctionnaire, ben, quand il tombe malade dans le cadre de la MIGEFSI, il est soigné parce qu'il a cotisé. On lui fait un prélèvement à la source. Le fonctionnaire, quand il va à la retraite, on lui verse une pension de retraite. Oui, simplement parce qu'il a cotisé. Pour les plus curieux d'entre vous, depuis un certain temps, vous entendez parler de certaines notions. La complémentaire, c'est-à-dire qui n'est rien d'autre que une nouvelle assurance au profit des fonctionnaires et agents de l'État qui leur permettent chaque fin du mois de cotiser pour que, au moment où ils vont à la retraite, du fait du premier système de retraite auquel ils sont affiliés et pour lequel ils sont d'office prélevés à la source, qu'on appelle l'assurance de base, on se rend compte que quand on va à la retraite, c'est l'équivalent de 60 ou 55% de ton dernier salaire qui t'est payé ad vitam aeternam jusqu'à ce que tu décèdes. Et quand tu décèdes, tes ayants droit, mineurs seulement, sont subrogés dans tes droits. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui, au jour où il va à sa retraite, il a 500 000 francs. Un mois après qu'il soit allé à la retraite, ce n'est plus 500 000 francs qu'il reçoit. Ce qu'il reçoit, c'est 60 ou 55% des 500 000 francs en fonction de la durée de cotisation. Mais c'est un problème pour lui. Il y a une solution depuis 2012. Depuis 2012, le président de la République a entrepris une vaste réforme de notre système de protection sociale dans notre pays. On avait des paradoxes. Il y avait des travailleurs qui avaient une pension quand ils allaient à la retraite. Il y avait des travailleurs qui n'avaient pas de pension quand ils n'allaient pas à la retraite parce qu'il n'y avait pas de cadre législatif qui gérait ces situations-là. Il y avait des travailleurs, quand ils allaient à la retraite, la pension qu'ils recevaient n'était pas importante parce que leur cotisation n'était pas importante. Donc ces réformes qui ont été faites ont permis de prendre en charge tout le monde et d'établir l'équité sociale. Ces réformes ont consisté en quoi? Pour les fonctionnaires et agents de l'État de la Côte d'Ivoire, qui, eux, dans le cadre du régime de base de pension, qui est ce qu'on appelle dans des jargons compliqués le système de répartition, ce n'est rien d'autre qu'un système de solidarité dans lequel ceux qui travaillent cotisent pour qu'on paye ceux qui sont allés à la retraite. C'est ça le système de répartition qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle. Ce système-là, les cotisations consistent en quoi? Toi, le travailleur, tu payes une partie. Et ton employeur, l'État de Côte d'Ivoire, paye une partie. Les portions, c'est 2 tiers pour l'employeur, 1 tiers pour le travailleur. Ce même système-là existait pour le privé formel, c'est-à-dire les travailleurs du secteur privé qui ont déclaré leurs travailleurs à la CNPS. L'employeur paye également les 2 tiers et le travailleur paye 1 tiers. Mais comme je vous l'ai dit, quand vous allez à la retraite, le revenu de remplacement que vous recevez dans le cadre de ce système-là, ce n'est pas suffisant. Donc la réforme de 2012 a permis de mettre en place des dispositifs
au terme desquels les travailleurs, que ce soit le secteur privé ou le secteur public, a la possibilité de son effort personnel de cotisation d'avoir le complément nécessaire pour que, s'il veut continuer à avoir l'équivalent du dernier salaire qu'il avait au moment où il avait la retraite, il y a un niveau de cotisation qu'il doit effectuer. Cela permet d'épargner de l'argent pour soi-même. Et le jour où vous allez à la retraite, ou même je touche du bois, vous n'êtes plus là, dans le premier système où je vous ai dit vos enfants majeurs n'en bénéficiaient pas, mais avec ce système-là, vos enfants majeurs en bénéficient. Parce que vous avez fait un système de capitalisation qui est rémunéré et qui vous est acquis à vous et votre famille. C'est un système au terme duquel vous faites une épargne sécurisée, rémunérée, à consommation différée au jour où vous irez à la retraite. La réforme de 2012 a permis également de réparer, comme je vous ai dit, une inégalité sociale. Certains travailleurs, qu'on appelle communément dans notre jargon les travailleurs du secteur informel, aucun texte dans notre pays ne permettait à ceux-là de pouvoir bénéficier d'une retraite, même basée sur celui de l'entraide intergénérationnelle, a fortiori un système de capitalisation. Elle a permis de faire naître ce qu'on appelle le régime social du travailleur indépendant. Et ce régime social du travailleur indépendant combine les deux systèmes de pension au profit de ce travailleur du secteur informel. Ça lui permet de cotiser dans le cadre du système de répartition et ça lui permet de cotiser dans le cadre du système de capitalisation. Il est le seul désormais à pouvoir dire au moment où je vais aller à la retraite, mes forces m'ayant abandonné, à partir de mon effort d'épargne, je veux telle somme quand je vais à la retraite. Chers jeunes, il faut que vous compreniez, pour ceux qui ont fait des études d'économie, je suppose qu'il y en a parmi vous, l'épargne est un élément du salaire. Et j'insiste, l'épargne est un élément du salaire. Et l'épargne doit se constituer le premier jour où vous recevez, comme je vous ai dit, dans le cadre du travail décent, une rémunération convenable. Il n'est pas exact de continuer à dire « mon salaire ne me suffit pas ». Aucun d'entre nous ici présents, son salaire peut lui suffire. Il y a des règles que nous devons nous imposer. Il y a des conduites que nous devons nous imposer. La réforme de 2012 a permis encore de réparer une autre inégalité. Avant 2012, les travailleurs du secteur formel, qui, eux, avaient un système de retraite par solidarité intergénérationnelle, eux, ils n'avaient pas un dispositif qui leur permette de pouvoir épargner pour avoir un revenu de remplacement à compléter. Ça, c'est fait. Aujourd'hui, dans le dispositif du système de protection sociale dans notre pays, nous appartenons à un ensemble communautaire qui gère les questions du système de protection sociale depuis 2012. On a encore premier notre pays dans la mise en œuvre des systèmes qui protègent le travailleur. Ce que vous devez faire, chers jeunes frères et chères jeunes sœurs, vous devez avoir la culture de la curiosité. Moi, depuis que j'ai été nommé ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, nous avons créé des portails au sein du ministère où tous ces produits de système de protection sociale
qui font que notre pays, au niveau de la CIPRES, est envié, vous pouvez avoir accès à cela. Mais il y a un effort que vous devez faire. Pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires, qui exercent une activité génératrice de revenus, mais vous devez vous approprier ces mécanismes qui vous protègent, qui protègent vos familles. L'ambassadeur de l'Union européenne vous a dit tout à l'heure en sortant que vous êtes tous détenteurs de smartphones. Oui, c'est vrai, vous êtes tous détenteurs de smartphones. Mais l'impérieux devoir que vous devez vous imposer, c'est d'aller vers l'information disponible. Et je suis bien placé pour vous dire que notre pays, à la différence de beaucoup de pays de la sous-région, en termes d'instruments mis en place pour prendre en charge les jeunes afin qu'ils soient autonomes, aucun pays de la sous-région n'a fait ce que le gouvernement du président Alassane Ouattara a fait. J'ai été pendant longtemps conseiller spécial du Premier ministre Amadou Gon. Lui qui est assis là. Il sait. Tous les instruments qu'on a mis sur pied, je suis le géniteur. On a tout fait pour que les jeunes de ce pays-là aient accès à tous les guichets. Et Dieu seul sait combien il y a de guichets. Il y a des guichets pour les vulnérables. Il y a des guichets pour les handicapés qui bénéficient de règles dérogatoires exorbitantes leur permettant d'avoir accès à des emplois décents, leur permettant d'avoir accès à l'emploi dans le pays qui est considéré par excellence comme l'emploi décent, à savoir être fonctionnaire et agent de l'État de Côte d'Ivoire. Chaque année, il y a des mesures dérogatoires qui permettent à nos frères et sœurs frappés de vulnérabilité de pouvoir, dans une proportion de 200 personnes, être embauchés à la fonction publique. Il y a des systèmes mis en place qui permettent de financer à des taux zéro, à des taux réduits, des activités génératrices de revenus. Oui, on l'a fait dans ce pays lorsque nous avons élaboré le programme de soutien financier et économique à la sortie, dès que la crise de la Covid est apparue dans notre pays. Donc, chers jeunes frères, vous devez pousser votre curiosité loin pour accéder à l'information qui est disponible. L'agence Emploi Jeunes est l'une des meilleures trouvailles dans notre pays pour adresser la question d'emploi des jeunes. 1. Dans les aides à valider leur stage. 2. Dans les aides qui leur permettent d'accéder à des emplois sans que ne leur soit opposée la question d'expérience. 3. Ceux qui ont la possibilité de vouloir créer des activités eux-mêmes, il y a des ressources qui sont disponibles qui leur permettent de pouvoir accéder à ces choses-là. Au ministère même de l'Emploi et de la Protection sociale, la plateforme que nous opérons ensemble, il y a des ressources disponibles pour vous les jeunes. Chers jeunes frères, vous devez avoir la culture de la curiosité. Vous devez avoir la culture de la curiosité saine. Et cette culture de la curiosité saine doit vous permettre de nous bousculer. Quand nous nous disons qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place, mais c'est à vous de challenger ces dispositifs-là. C'est à vous de faire en sorte que ces dispositifs soient ébranlés pour que les modifications nécessaires à y apporter pour que davantage de jeunes aient accès à ces ressources et à ces mécanismes-là voient le jour. Je voudrais terminer
par un appel que je considère comme important. C'est celui d'insister sur votre curiosité positive. Malheureusement, nos jeunes frères et sœurs, de ce point de vue-là, vous avez encore des choses à rattraper. Quand on dit à quelqu'un qu'il exerce une activité qui lui procure des revenus, il dit « je me débrouille ». Mais non, vous ne vous débrouillez pas. Non, vous ne vous débrouillez pas. Il faut toi-même commencer par respecter ce que tu fais. Si toi-même tu ne respectes pas ce que tu fais, mais ça ne peut pas marcher. Et nous sommes en train de travailler sur des programmes pour des personnes vulnérables, notamment nos frères et sœurs en situation de handicap, pour leur créer des emplois avec des structures dont je tairai le nom aujourd'hui, en plus de la mesure exorbitante que le président de la République a initiée à leur profit. Donc, chers frères, il faut que ceux qui ont eu le courage aujourd'hui de venir à la source de l'information écumer les sites du ministère de l'Emploi jeune, écumer les sites du ministère de la Fonction publique, écumer les sites du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, écumer les sites du ministère du Commerce qui gère aujourd'hui les PME. Oui, dans notre pays, il y a beaucoup d'instruments qui existent. Mais malheureusement, le niveau de consommation est faible. Et je vais terminer par une anecdote. Lorsque on a élaboré le fonds de soutien, on a dit à nos jeunes frères, pour être éligible, il faut au préalable t'inscrire à la couverture maladie universelle. Mais en un mois, il y a 35 000 personnes qui sont venues s'inscrire. Donc, quand vous voulez, vous le pouvez. Donc, je vous exhorte à pouvoir. Je vous remercie. Merci à M. Adama Kamara, ministre de l'Emploi, de la Protection sociale. Merci en tout cas pour toutes ces initiatives que vous avez prises, en tout cas depuis la primature pour une meilleure protection sociale en Côte d'Ivoire. Vous nous avez instruit sur la vaste réforme 2012 qui vient répondre, qui vient apporter des solutions, en tout cas à plusieurs problèmes posés en termes de protection sociale, notamment une question épineuse qui est la prise en compte du secteur informel. Merci, monsieur le ministre. On aura l'occasion de développer tous ces points. Et nous ne pouvons nous empêcher de donner la parole au président de la Fondation Magic System, qui est aujourd'hui un modèle, un exemple pour les jeunes. Et aujourd'hui, on l'a vu gravir les échelons aujourd'hui. Et il aurait pu organiser ce FEMUA. Il a tous les moyens de le faire au Sofitel Ivoire, mais il a choisi de se rapprocher de sa commune, des jeunes de sa commune, et pour cela, rien que pour cela, il mérite des acclamations. Alors, nous allons lui donner la parole, peut-être pour qu'il nous fasse partager un peu aussi son expérience et puis sa contribution sur ce thème. Ben, je suis venu exprès, je n'étais pas convié à cette rencontre, mais je suis venu exprès pour remercier d'abord tous les jeunes qui ont accepté d'être là ce matin. Remercier aussi les panélistes qui sont là et particulièrement dire un très grand merci à mon grand frère, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara. Effectivement, au cours d'une discussion avec lui, au bout de 5 minutes, j'ai compris qu'il était important que nous le convions à cette rencontre des jeunes, parce que je savais qu'il avait des choses à vous dire. Et je savais que vous alliez prendre plaisir à l'écouter. Tout ce qu'il a dit aujourd'hui nous a éclairés tous. Parce que moi, j'avais entendu que la moitié quand j'étais chez lui. C'était le mois de carême, je ne voulais pas l'emmerder beaucoup. L'heure n'était pas bien choisie.
On s'est séparés, on s'est donné rendez-vous à l'INGS. Aujourd'hui, il a fait le déplacement. Je sais qu'il est beaucoup chargé. Vous savez la situation que la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui avec le décès du président de l'Assemblée nationale. Tout le monde est en train de faire mouvement vers Séguéla pour l'enterrement du président de l'Assemblée nationale. Lui, il a dit qu'il avait quelque chose à vous dire avant de prendre la route pour Séguéla. Et ça, vraiment, ça vaut des applaudissements nourris pour sa présence. Quand j'ai entendu qu'il était là, nous, on était juste à côté avec l'ambassadeur en train de faire aussi notre petit panel. Et j'ai dit qu'il fallait que je vienne. Déjà, par respect, par droit d'aînesse, quand le grand frère l'aîné est là, tu viens, tu prends la parole pour lui dire merci. Et puis aussi, le respect pour tous les panélistes qui ont accepté d'être là ce matin. C'est ça le FEMUA. C'est des autorités de haut niveau qui viennent vous parler. Et Maître Camara s'y connaît à la matière. Et Maître, permettez-moi de me rapprocher de vous juste après le FEMUA, parce qu'il va falloir qu'ensemble nous puissions organiser le secteur culturel. C'est le secteur informel le plus désorganisé de Côte d'Ivoire. Et je crois que ça sera bien que nous parlions pour qu'ensemble on puisse organiser cette société culturelle, entre guillemets, pour pouvoir permettre aux artistes de bénéficier d'une retraite et qu'on ne quémande pas auprès des autorités, auprès de nos amis, quand on a eu la moindre maladie. C'est décevant de voir des artistes mourir sans couverture sociale, alors que l'occasion leur est donnée. Les réformes sont prises depuis 2012, je vous ai écouté, mais il n'y a personne par curiosité qui essaie de se rapprocher. Monsieur le ministre, je passerai à votre cabinet, je discuterai avec des techniciens, on trouvera des solutions pour pouvoir aider ce monde-là. C'est ça aussi le FEMUA. Merci beaucoup. Merci, chers jeunes frères. C'est vraiment avec plaisir, comme on a déjà commencé à discuter, que je ferai tout ce qu'il faut faire pour sensibiliser le monde des artistes, où il y a beaucoup de jeunes. Encore une fois, chers jeunes frères, je voudrais attirer votre attention sur un fait indéniable. Un droit qui ne s'exerce pas, c'est tiol. Un droit qui ne s'exerce pas, c'est tiol et il disparaît. Vous ne devez pas accepter, avec tous ces efforts que le président de la République a fait pour que dans les différentes composantes de la protection sociale, que vous ayez accès à la couverture maladie universelle, que vous soyez à jour de vos cotisations, que vous ne soyez pas soignés. Et vous devez dénoncer. Il faut vraiment que dans notre pays, on apprenne à se battre pour faire respecter ces droits. Est-ce que vous acceptez que vous payez régulièrement vos factures d'électricité et qu'on ne vous donne pas le courant? Non. Vous n'acceptez pas. Mais si vous payez régulièrement vos cotisations pour vous soigner, mais vous devez être soigné. Mais encore faut-il que vous-même, vous battez pour savoir que ça existe. Des longs débats que j'ai eus avec Assalfo. Mais tout est fait pour qu'on soit autonome. Mais la première des choses que vous devez réclamer quand vous travaillez, mais il faut s'assurer que est-ce que j'ai une assurance maladie pour moi-même et puis ma famille? Si je suis travailleur, je paye 1/3. Et mon employeur paye 2/3. Mais il va se trouver certains parmi vous, comme dans ce pays on se connaît, et qu'on aime développer des concepts dès que. Bon, il va aller voir son employeur pour dire, ah non, moi tu sais le salaire que tu me donnes là, il ne faut pas prendre la cotisation sociale pour aller reverser. Mais il croit que c'est lui qui l'arrange, non? Ça dit, sur 100 francs, toi tu payes 1/3, lui il paye le 2/3. À cause de ton tiers, tu l'autorises à ne pas verser les 2/3. C'est pour toi, les 2/3. Et tu dois appeler à consommer quand tu vas aller à la retraite. Mais tu fais du mal à qui? Mais tu te fais du mal à toi-même.
le gouvernement, le président de la République a fait ce qu'il fallait faire. Et ce dont je vous parle, allez-y dans d'autres pays de la sous-région, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a la ronde du social qu'on a créée au niveau du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, qui est une ronde qui va vers vous. Et cette ronde-là, elle ira vers les artistes musiciens de la Côte d'Ivoire. Elle ira vers eux. Ce n'est pas acceptable que ces grandes gloires. On a dû utiliser les ressources que le président de la République a gracieusement données dans le cadre du régime d'assistance médicale pour soigner gratuitement certaines catégories sociales de notre pays, c'est-à-dire ceux qui sont dans les cas extrêmes de vulnérabilité. Mais on a dû utiliser cette partie-là pour assurer des anciennes gloires de la télévision. Ça ne vous fait pas frémir? Et je ne souhaite pas ça pour vous. Je souhaite pour vous la relève digne et valeureuse des cycles à venir, que vous-même, vous preniez en main votre destin dans le cadre de la solidarité commune et dans le cadre de l'effort responsable que vous-même vous êtes appelé à faire, en vous disant, le jour où moi je vais à la retraite, mais je veux pouvoir offrir à Noël des jouets à mes petits-fils. Je veux pouvoir à Noël envoyer mes petits-fils au glacier manger un peu de glace. Je veux pouvoir à Noël mais offrir des cadeaux à mes autres enfants. Je veux pouvoir vivre dans un environnement. Quand j'appelle un de mes enfants, il ne me fuit pas. Parce que quand je l'appelle, il sait que son père a organisé sa vie. Ayant organisé sa vie, l'appel là, ce n'est pas synonyme de demande d'aide financière. L'appel est synonyme d'acte d'amour. Mais ça se prépare, chers jeunes frères. Ça se prépare. Vous devez avoir constamment à l'esprit que avoir une assurance maladie, c'est pour son bien. Que cotiser dans le cadre du système d'entraide intergénérationnelle, c'est pour son bien. Mais cotiser pour le système de capitalisation qui te permet d'avoir le supplément que tu vas ajouter sur la pension de retraite que tu vas recevoir dans le cadre de la cotisation intergénérationnelle est une bonne chose pour toi. Ça va te permettre de maintenir ton rang. Et je dis souvent, tu peux maintenir ton rang si tu restes tranquille. Et les garçons, c'est compris, ils ne restent pas tranquilles, donc tu vas cotiser un peu plus, puisqu'il y a des systèmes de cotisation qu'on appelle la cotisation additionnelle, où il y a la cotisation par versement libre. Donc, tout dans notre pays existe pour que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand vous irez à la retraite, mais vous ne regrettez pas d'avoir travaillé. Pour que quand vous irez à la retraite, mais ton cœur bat pas. En Europe, le modèle de société que vous enviez tous, les gens sont pressés d'aller à la retraite. Je suis sûr que vous avez suivi le débat en France sur les élections présidentielles. Mais le cœur du débat, c'était l'âge pour aller à la retraite. Il y en a qui veulent aller à 55 ans, il y en a qui veulent aller à 60 ans. Mes chers frères, chez nous ici, depuis 2012, c'est réglé. Depuis 2012, la loi prévoit que certains travailleurs vont à la retraite à 60 ans. La loi prévoit que certains travailleurs vont à la retraite à 65 ans. Donc, on en avance pour une fois sur les pays européens qui sont les pays modèles. Vous devez préparer votre retraite heureuse. Vous devez préparer votre prise en charge au moment où vous travaillez. Si vous vous blessez, si votre femme est enceinte, qu'elle accouche, si vous êtes malade, que vous ne pouvez pas aller au travail.
le salaire qui est la contrepartie du travail, du fait des cotisations que vous faites, cette contrepartie-là vous est acquise, même si vous n'exécutez pas votre tâche. Moi, je suis prêt, même s'il faut aller dans des forums pour vous inciter, je le ferai. Parce qu'avant d'être ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, mon travail, c'était de convaincre les gens. Je suis avocat de formation. Je n'ai peur d'aucune forme de contradiction. C'est à la suite des débats enrichis de vérité qu'on trouve toujours le meilleur horizon pour notre bonheur. Donc je vous invite, chers frères et sœurs, avec insistance. C'est aujourd'hui qu'on prépare demain. C'est aujourd'hui qu'on prépare le cours normal de son travail. C'est aujourd'hui que vous devez commencer, pour ceux qui auront un travail, à vous dire, épargnez là. Ça doit faire partie des charges structurelles lorsque je fais l'énumération de mes charges. Payer ma maison, payer mon eau, payer mon électricité. Si je veux voyager pendant les vacances, épargner. Si je veux avoir une retraite heureuse, épargner. Si je veux, quand je tombe malade, ne pas sentir le poids, quand je vais à l'hôpital, payer mes cotisations au titre de la couverture maladie universelle. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Merci au président également de la Fondation Magic System, à Salfo, pour ce plaidoyer en faveur des artistes ivoiriens et pour la bonne disponibilité, en tout cas, de Monsieur le ministre d'y répondre. Je pense que les dés sont jetés et les entretiens se poursuivront certainement après ce FEMUA. Merci à tous les panélistes, en tout cas, pour ces brillantes présentations. Je vais vous demander de les applaudir. Voilà, et nous allons entrer maintenant dans la série d'échanges. Et avant cela, nous allons vous demander de raccompagner M. Assalfo, qui est obligé de prendre congé de nous. Il aurait voulu rester un peu plus longtemps, mais il est attendu par Madame la ministre de la Culture. Voilà. Alors, à son corps défendant, il va devoir se séparer de nous. Okay. D'accord. Alors, nous allons prendre quelques questions. Ah, je vois qu'il y a beaucoup de doigts qui se lèvent et le temps qui nous est imparti est insuffisant. On va favoriser les femmes. Voilà, madame. On va prendre 3 questions. Vous pouvez vous présenter et puis poser votre question. D'accord. Bonjour à tous et merci. Je suis Tamia Koko, présidente du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders de Côte d'Ivoire. C'est un réseau mis en place par la CEDEAO et il est existant dans les 14 pays membres. La non-occupation saine de notre jeunesse est un facteur d'insécurité humaine. Au regard de la flambée des prix que nous observons ces derniers temps face aux besoins immédiats et le flux très important de demandes face au recrutement disponible, j'aimerais savoir 146 112 emplois est le nombre de personnes qui ont eu à intégrer la fonction publique. En témoigne M. Soro Ninagophone. J'espère que je n'écorche pas votre nom. DG de la fonction publique. Pendant que l'on observe un nombre pléthorique de jeunes qui s'inscrivent chaque année pour les concours en Côte d'Ivoire, est-ce que ces fonds qui sont versés par ces jeunes qui n'ont pas accès à ce concours ne servent-ils pas à payer le salaire de ceux qui sont reçus à ces concours? Monsieur Herman Nikwe, représentant du ministre de la Jeunesse, j'aimerais savoir, une jeune fille
qui, par ses maigres moyens, décide de mettre en place une petite entreprise. Vous pouvez reprendre votre question à M. Nikwe. À M. Nikwe, c'est maintenant que je pose la question. J'avais déjà posé la question à M. Soro. Voilà. Une jeune fille qui décide de mettre en place une petite entreprise, au bout d'un mois, elle est taxée par la mairie avec les taux, le Burida et bien d'autres. Qu'est-ce que l'emploi jeune prévoit? Parce que si elle doit continuer dans cette lancée, je pense qu'elle va fermer boutique dans un peu, sous peu. Monsieur le ministre, Maître Adamant Camara, la réforme de 2012-2022, ça fait 10 ans. 10 ans que cette réforme a été mise en place. Elle n'est pas connue. Encore moins, j'aimerais savoir quel est le bilan que nous pouvons faire aujourd'hui de cette réforme après 10 ans. Est-ce qu'elle est revue? Et qu'est-ce que vous prévoyez après 10 ans? La protection maladie universelle, la CMU, à mon sens, nous sommes inscrites, certes, mais elle ne marche pas. Dans les hôpitaux, elle ne marche pas. La couverture maladie universelle ne marche pas. Je vous remercie. Merci. En quelques mots, pourquoi, selon vous, elle ne marche pas? La CMU? Oui, pourquoi est-ce qu'elle ne marche pas? Parce que plusieurs personnes se sont inscrites, se sont fait enrôler. J'ai ma mère même qui fait, voilà, qui est agent, qui déploie, qui permet au niveau de Sindai, qui permet à des jeunes, à des familles de pouvoir s'inscrire. Beaucoup de personnes s'inscrivent quand on leur parle de ce projet. Mais le constat, c'est qu'ils reviennent. Ah, mais vous êtes venus nous faire enrôler, mais qu'est-ce qu'il en est quand on va dans les hôpitaux? Ben voilà, merci. Ok, merci beaucoup. Pouvez nous rappeler votre nom? Tamia Koko, K-O-K-O. Ok, merci Madame Tania. Nous allons prendre une deuxième question. Une deuxième question, peut-être dans cette rangée, monsieur en chemise blanche. Voilà, un jeune homme en chemise blanche. Derrière. Infiniment merci aux panélistes, à Monsieur le ministre. Merci au président de la Fondation Magic System. Je tiens à demander au public d'applaudir tous les panélistes, s'il vous plaît. Je suis ravi aujourd'hui d'être en face de l'administrateur adjoint de l'emploi jeune. Pour les jeunes qui ont reçu des fonds, tout juste à la veille de la crise sanitaire Covid, qui ont été impactés. À la suite de leur installation, ils ont connu ce qu'on appelle le déguerpissement. Ils ont été sinistrés du fait du métro d'Abidjan. Malheureusement, le fonds est perdu parce qu'ils ont des produits qui ont été achetés, mais malheureusement, ça n'a pas été exploité. Leurs bâtiments qui ont été construits ont été détruits. Aujourd'hui, ils sont poursuivis par l'UNACOPEC parce que c'est évident, ils ont une obligation de remboursement. Mais qu'est-ce que l'emploi jeune fait? Parce qu'après le financement, quel est l'accompagnement qui est fait pour ces jeunes qui ont été financés? Je vais m'adresser à madame. D'accord. Permettez-moi, s'il vous plaît. Merci. Voilà, nous allons prendre un dernier intervenant. Voilà, dernier intervenant. Peut-être derrière. On a on a un bras levé derrière. Voilà, un bras levé derrière. Bonjour à tous les panélistes. J'aimerais vous dire merci. Ok. Votre nom, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Maureen Conan, étudiante en licence de communication politique. Alors, j'aimerais dire merci à tous les panélistes de nous honorer de leur présence ce matin. Ma question s'adresse à son Excellence, Monsieur le Ministre. Eh bien, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est concrètement mis en place pour les travailleurs indépendants qui se sont parfois oubliés vis-à-vis du système de protection sociale et aussi pour les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas parfois la capacité financière de souscrire à ces plans. Merci.
Ok, merci. Alors, nous allons mettre fin à cette série de questions-réponses et puis commencer avec la première question. Voilà, de Mme Tania qui représente le réseau africain des jeunes femmes locales, avec une question qui concerne les cotisations des jeunes qui servent, selon elle, à payer les salaires de ceux qui seront recrutés. Et c'est une question qui s'adresse, je pense certainement au DG de la fonction publique. Oui, c'est bien, elle a bien identifié le DG de la fonction publique. Oui, effectivement, ce n'est pas des cotisations, c'est les frais de participation donc, au concours. C'est ce qu'on appelle les frais d'inscription au concours. Donc, elle pense que c'est une manière de participer au paiement des salaires des fonctionnaires. Non, mais c'est vraiment la participation du candidat aux frais d'organisation des concours. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, organiser des concours coûte extrêmement cher. Et l'État subventionne. C'est parce que l'État subventionne d'ailleurs qu'on arrive à organiser à ces montants, à titre d'information, c'est 23 500 que chaque candidat paye pour un concours de la fonction publique que nous organisons. Donc 23 500, ça ne permet pas de couvrir toutes les charges d'organisation, tout ce qui est logistique, tout ce qui est mobilisation des ressources humaines, parce que derrière, il faut payer les intéressements. Alors c'est un peu plus de 3 milliards qu'il faut pour pouvoir organiser correctement, convenablement les concours. Donc, je vous rassure que ce n'est pas les 23 500 qui permettent effectivement de couvrir cela, mais c'est la contribution du candidat à l'organisation des concours. Et à titre d'information, la masse salariale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire en 2021, c'est plus de 1800 milliards. Donc, ça vous dit que les 23 500 ne peuvent en aucun cas permettre de payer les salaires. C'est vraiment autre chose. Et l'État se donne les moyens, je vous l'ai dit dans ma communication, avant de recruter, l'État s'assure d'avoir les ressources pour payer les salaires. Donc ce n'est pas dans l'attente des paiements des frais d'inscription à un concours pour payer les salaires. C'est totalement pas juste. Voilà. Donc c'était la question qui m'était adressée. Ok, merci à M. Soro Nina Gaffol, directeur général, je rappelle, Madame Camara, de la fonction publique. Oui, non, monsieur le ministre. Ajouter, au nom de la solidarité gouvernementale, je suis quand même physiquement présent en tant que ministre du gouvernement Patrick Achi. La question, le pensée me heurte. Je pense que il faut qu'on apprenne à connaître les choses. La Côte d'Ivoire, même lorsqu'elle a connu des difficultés, c'est le président Ouattara que le président Houphouët-Boigny avait fait venir pour régler les problèmes afin qu'on ne connaisse pas, malheureusement, ce que certains autres pays ont connu et qui connaissent la hantise du paiement des salaires des fonctionnaires et agents de l'État chaque fin du mois. Dieu merci, notre pays ne connaît pas ce problème. Et je voudrais que vous sachiez que la masse salariale des fonctionnaires et agents de l'État est une des lignes les plus importantes de notre budget. À l'entame de l'exercice, on sait, chaque fonctionnaire et agent de l'État, combien il sera payé par mois. Même ceux qui sont éligibles à des primes, on sait combien ils sont payés. Le budget de l'État de Côte d'Ivoire fait près de 10 000 milliards. J'insiste. C'est souvent 5 fois le budget de certains pays de notre espace communautaire. Certains 2 fois. Ça, c'est important, madame, que vous le sachiez. Donc, les frais pour pouvoir organiser les concours ne peuvent même pas être utilisés dans la structure des ressources utilisées pour pouvoir payer les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Et puis de 2, l'organisation des concours pour accéder à la dignité de fonctionnaire et agent de l'État de Côte d'Ivoire
est un moyen de recrutement de fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, de jeunes Ivoiriens, de jeunes filles ivoiriennes. Ce n'est pas le seul moyen de création d'emplois. Et vous avez entendu dire, depuis un certain temps, le programme du gouvernement baptisé Côte d'Ivoire solidaire. Côte d'Ivoire solidaire se veut le fer de lance de la création d'emplois par ceux qui sont le moteur de la croissance économique de notre pays, à savoir le secteur privé. En plus du recrutement des jeunes à la fonction publique, il y a tout un programme qui est mis en place pour que notre économie soit structurellement transformée par l'industrialisation. Et l'État s'est donné les moyens pour soutenir le secteur privé afin que beaucoup d'industries soient créées. 1, dans le secteur du café-cacao. 2, dans le secteur du binôme coton-anacarde. 3, dans le secteur du binôme EVA palmier à huile. Chers jeunes frères, il faut vous enlever de la tête que c'est seulement à la fonction publique que vous devez postuler. L'agence emploi jeunes, que je félicite, constamment publie des avis de recrutement. Soyez adeptes des concours et ça vous grandit, ça vous honore. Moi qui vous parle, ça fait 30 ans que je suis avocat. Mais quand j'ai fini, j'ai passé le concours des avocats qu'on appelle le CAPA. Mais j'aurais pu passer le concours pour être juge. J'aurais pu passer le concours pour être douanier. Mais j'ai préféré aller au privé et je ne le regrette point du tout. Tout est réuni dans notre pays pour que le niveau d'employabilité connaisse un taux plus élevé constamment. Et c'est le défi que nous devons relever ensemble. Quand je suis intervenu, je vous ai dit tout à l'heure, il faut que vous arrêtez de dire « je me débrouille ». Vous ne vous débrouillez pas, vous devez être fiers de vous. Parce que celui qui gère certaines activités privées, mais nous devons créer les conditions pour que l'espace géographique dans lequel il exerce son activité, il éprouve de la fierté de dire que j'exerce cette activité. De façon dérisoire quand on parle de cabine tigui. Mais non, ils font quoi? Transfert monétaire. C'est une activité intelligente. Ils font des transferts d'unités, mais c'est une activité intelligente. Est-ce que vous pensez que beaucoup d'entre vous savent utiliser toutes les fonctionnalités d'un appareil téléphone? Non. Nous, notre rôle, c'est de veiller à ce que les conditions de sécurité, les conditions de santé au travail soient identiques que les travaux pour lesquels vous éprouvez de l'envie, à savoir les fonctionnaires et agents de l'État. Donc je voudrais vous rassurer, madame, vraiment, je ne peux pas être assis en tant que membre du gouvernement et puis ne pas intervenir. Il est bon que nos jeunes frères aient la bonne information. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est l'un des rares pays en Afrique où on n'a pas de problème de salaire de fin du mois. Il n'y en a pas. Les gens sont payés le 24, le 25. Même ceux qui sont au privé, quand vous prenez le code du travail, mais l'employeur a l'obligation de payer jusqu'au 5. Mais comme tout le monde veut devenir fonctionnaire, ils veulent être payés aux mêmes dates que les fonctionnaires. Chers jeunes frères, vous êtes une génération en qui on a pleinement confiance. Vous êtes la crème de notre société. Vous avez fait de bonnes études. Votre époque est totalement différente de la mienne. Moi, il y a 30 ans, les possibilités que vous avez sur Internet, mais si je les avais, mais je vous assure,
j'aurais connu un mouvement d'accélération, mais fulgurant. Il faut que vous en profitez. Dans certains pays de la sous-région, Internet est contrarié, à fortiori dire qu'ils ont un grand débit. Mais vous ici, vous avez tout ça. Et puis on sait ce que vous allez regarder sur Internet. Allez-y regarder ce qui vous fortifie et non ce qui vous détruit. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre Adama Kabara. Nous avons largement dépassé le temps imparti. Alors, on va demander à l'ensemble des panélistes de pouvoir répondre très brièvement aux questions. Alors, la deuxième question de Mme Tania s'adresse à M. Herman Nikwe en ce qui concerne la situation d'une jeune fille qui vient de créer son entreprise, qui est soumise à des taxes. Alors, qu'est-ce que votre agence prévoit pour accompagner ce profil de jeune fille? Oui, merci beaucoup. Mais en même temps, je vais relier la réponse à la question posée aussi sur ceux qui ont été déguerpis. Vous voyez, monsieur le ministre a dit tantôt que pour le gérant de cabine, là, l'État doit s'assurer que l'espace, certaines conditions de travail soient réunies. Mais elle a créé son business au sein d'une mairie. Avec quelles ressources la mairie va-t-elle donc créer le cadre dans lequel elle va exercer son activité? Elle mène une activité, elle va payer la taxe. La quittance, ça fait 3 000 francs le mois, à raison de 100 francs par jour. Il faut qu'elle paye. Autrement, quand elle va vouloir développer son business et qu'elle va se rendre auprès d'une institution de microfinance, ils vont lui demander, mais tu es connu où? Non, il faut qu'on soit responsable. Lorsqu'on crée une entreprise, j'ai dit tantôt, on a 80 à 90% de taux d'informalité. Il faut qu'on sorte de cette informalité. Mais le minimum qu'on exige de l'entrepreneur, c'est une coiffeuse, elle a son petit business, au moins qu'elle soit reconnue par l'administration communale. Et demain, lorsqu'on a un programme de soutien, comme le fait le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un fonds qui a été mis en place par la Covid, qui donne 250 000 francs aux acteurs du secteur informel. Mais ce qu'on leur demande, c'est quoi? Une quittance communale pour faire la preuve qu'elle exerce une activité quelque part et qu'au moins, à l'échelle communale, elle est connue. Mais il y a aussi le statut de l'entrepreneur. Le statut de l'entrepreneur, depuis 2017, il y a un décret qui a été pris et il est mis en place par l'agence Côte d'Ivoire PME. Un statut totalement gratuit, mais qui vous permet aussi d'accéder à la formalisation. Donc, le conseil qu'on va donner à cette jeune dame, dans son propre intérêt, il faut qu'elle participe donc à l'activité communale. Celui qui a emprunté, vous savez, quand vous allez prendre du crédit, et ça me permet de faire une large lucarne sur ceux qui obtiennent les financements. Il y en a qui s'asseyent sur ces ressources pour dire que c'est l'argent de l'État. Je ne rembourse pas parce que c'est l'argent de l'État, mais attendez, soyons un peu, soyons réfléchis. Si l'État met un fonds de 10 milliards et que vous prenez, que vous ne remboursez pas, et les autres, on ne disposera plus de ressources pour en financer d'autres. Le crédit est responsable. Voici pourquoi dans la mise en place du crédit, on les forme à l'éducation financière. D'accord, il était sur un espace public. Le métro doit passer, on l'a déguerpi. Mais qu'ils se rendent déjà auprès de la microfinance pour discuter d'un plan de rééchelonnement de son crédit. Il a un conseiller projet au sein de l'agence emploi jeune. Ensemble, ils vont voir comment est-ce qu'on peut réadapter son crédit, mais en présentant des gages. Parce que ça peut être pour lui aussi une couverture. En réalité, il est tombé en brousse et l'argent. Donc, il cherche un prétexte. Aujourd'hui, quand vous prenez la zone nord, par exemple, le jeune, il a emprunté 500 000 pour ne pas rembourser, il tombe dans une zone où il n'y a pas de réseau. Mais quand de tels comportements, je vais dire, se multiplient, vous mettez à mal tout le dispositif, tout le processus. Donc, ce que je peux dire sur la question, c'est que s'engager dans l'entrepreneuriat, il faut déjà reconnaître l'effort que fait l'État de Côte d'Ivoire en mettant ses ressources à votre disposition, mais il faut être également responsable. Lorsqu'on reçoit un prêt, il faut se rapprocher des partenaires pour pouvoir, quand il y a des incidents, discuter et trouver donc des terrains d'entente.
Ok, merci Herman Nikoué. Alors très, très rapidement, c'est vrai qu'on appelle tous les jeunes à être plus curieux, mais qu'est-ce que votre agence prévoit également pour pouvoir donner l'accès à l'information? Si peut-être ce que vous prévoyez ne porte pas ses fruits, est-ce que vous prévoyez des actions de proximité pour que justement ces différents acteurs puissent avoir les bonnes informations? Merci. Déjà, nous sommes dans l'ère du digital. L'agence Emploi Jeune, c'est www.emploijeune.ci. C'est disponible à tout moment. Et monsieur le ministre tout à l'heure a parlé des opportunités qui sont publiées régulièrement sur la plateforme. Le réflexe de tout élève, de tout étudiant, de tout demandeur d'emploi, de tout chômeur, c'est déjà de taper www.emploijeune.ci. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a certaines zones où il n'y a pas d'accès. Nous sommes présents dans chacune des 201 communes de la Côte d'Ivoire à travers les guichets emploi. Il faut s'y rendre pour avoir accès à l'information. On a également 20 agences régionales. Tout à l'heure, mon collègue a parlé d'un stand qui est animé. Donc, vous tous qui êtes ici, quand j'ai fait le petit test, je crois qu'il y a à peine une vingtaine qui ont des numéros Agence Emploi Jeune. C'est l'occasion pour vous d'aller vous immatriculer ou bien encore de le faire via votre smartphone à la maison ou bien à l'école et d'en parler surtout aux autres. Parce qu'il y a quelque chose qui marche bien en Côte d'Ivoire, c'est le bouche à oreille. Monsieur le ministre l'a dit, venez tester les dispositifs. Si ce n'est pas bon, on va améliorer ensemble. Mais tant que vous n'adhérez pas pour tester les modèles, on ne saurait les évaluer. Mais je puis vous rassurer qu'il y a des opportunités vraiment pour ceux qui veulent prendre leur insertion professionnelle en main. Je vous remercie. Ok, merci Herman Nikoué. Il nous reste pratiquement 3 minutes. Alors les 2 dernières questions s'adressent à monsieur le ministre, maître Adama Kamara, concernant la réforme 2012. 10 ans après aujourd'hui, quel est le bilan qu'on peut faire? Je pense qu'on a suffisamment entendu, mais est-ce qu'il y a des mesures prévues pour la révision de cette réforme? Parce que 10 ans, quand même, ça fait beaucoup. Ça, c'est la première question. Et puis, également, il y a le problème de l'assurance maladie universelle, la CMU, qui est ressortie. Et on prend le ministre au mot qui dit qu'il adore la contradiction. Alors, aujourd'hui, on a Mme Tania qui dit que sur le terrain, elle constate que la CMU ne fonctionne pas. Alors, quelle est la réaction du ministre à ce sujet? Écoutez, merci. À la première question, ça fait 10 ans que la réforme a été faite. Je pense que pour tous ceux qui sont habitués des réformes, une réforme commence d'abord par la prise des textes qui crée le cadre législatif. Et quand le cadre législatif est adopté, ceux qui ont fait des études de droit savent qu'il y a des décrets d'application qu'on prend. Quand on prend les décrets d'application, généralement, c'est pour créer des structures en charge de la mise en œuvre des nouvelles réformes qu'on veut voir implémentées. Après cela, on passe par des phases expérimentales. Et après les phases expérimentales, on rentre dans les phases de généralisation. Voici le processus que suit toute réforme. Notre pays n'y a pas échappé, parce qu'une réforme, pour qu'elle marche, c'est le passage obligé. Dans notre pays, comme je vous l'ai dit, la réforme a concerné la couverture maladie universelle. Depuis que notre pays est indépendant, tous les présidents qui se sont succédés là, chacun voulait faire la couverture maladie universelle. Oufoué voulait faire, il n'a pas pu faire. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas. Bédier voulait faire, il n'a pas pu faire. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas. Gbagbo voulait faire, il n'a pas pu faire. Jusqu'à on a même créé un ministère dédié. Le président de la République, quand il est arrivé, il a fait prendre les tests. Pas son premier mandat. Son premier mandat n'avait pas encore pris les textes. C'est au deuxième mandat qu'on a pris les textes. La première année du deuxième mandat. C'est en ce moment qu'ayant pris les textes, on a créé les structures concernées et on a fait ce qu'on appelle la phase pilote,
s'il y a des étudiants dans la salle ici pendant cette période, et la phase pilote a commencé. Après la phase pilote, nous sommes rentrés dans la phase de la généralisation progressive. Et la généralisation progressive, elle a commencé à partir de juillet 2019. Elle a commencé par quoi? Elle a commencé par le prélèvement des cotisations à la source. Et quand on prélève les cotisations à la source, il y a ce qu'on appelle le délai de carence, où vous ne consommez pas sur une certaine période donnée. Le délai de carence était de 3 mois. Et les premières prestations, accès aux prestations, c'est à partir de juillet 2019. Mais madame, ce que vous devez savoir, la CMU, il y a 2 volets. Le premier volet, c'est la couverture du risque maladie. Et c'est mon ministère qui se charge de ça. Les personnes âgées dans cette salle qui travaillent déjà, elles ont une assurance maladie. Et Madame Camara, je sais que vous avez une assurance maladie. Quand vous étiez à l'ONUCI, il y avait une assurance maladie pour tous les agents. Et votre assurance maladie vous permet d'aller dans des établissements sanitaires avec lesquels votre assureur est en contrat. Vous dites le jour où mon assuré tombe malade, il vient chez toi, il faut le soigner et puis on te paye. C'est comme ça que ça se passe. Donc ici, il y a l'identification des assurés. Oui, il y a quelques problèmes. Il y a des personnes qui ont été identifiées par le système qu'on appelle l'enrôlement. Ils ne sont pas en possession physique de leur carte. Mais c'est un taux qui est marginal qu'on est en train de traiter. Mais mieux, on est en train de traiter pour que, dorénavant, d'ici 2-3 mois, celui qui vient se faire enrôler, in situ, on lui donne sa carte d'enrôlement. La technologie existe aujourd'hui. Ensuite, quand il a sa carte et qu'il a ajout de ses cotisations, il tombe malade. Si la maladie qu'il a fait partie du panier de soins, il va à l'hôpital, l'hôpital doit le prendre en charge. C'est pour ça que, à mon adresse, je vous ai dit, vous êtes une nouvelle génération qui est exigeante et à juste titre. Si tu as ta couverture, tu es assuré, et que ce sont les hôpitaux qui doivent te soigner, tu vas, qui refusent de te soigner, vous devez dénoncer. Mais il faut qu'on ait la culture de la dénonciation. Un droit qui ne s'exerce pas s'étiole. Et vous devez refuser votre droit à la santé, qui est un droit constitutionnellement protégé. Quand vous allez à l'hôpital et qu'on ne vous soigne pas, vous devez dénoncer. Ou vous vous êtes fait enrôler. Si on ne vous a pas encore donné votre carte, vous dénoncez. C'est à la suite de cette dénonciation qu'on va corriger les imperfections. Soyez pas inactifs. Soyez actifs. Et dès qu'il y a un petit problème sur les réseaux sociaux, on se connaît ici. Si vous voulez amplifier pour que les gens aient peur, vous savez comment on fait? Moi, je vous invite à faire ça dans le cadre de la CMU. Je vous invite à dénoncer ceux qui briment vos droits. Et c'est comme ça qu'on va faire améliorer les choses. Sur la question de Mme Kona Corinne, au niveau de la protection sociale, disant que le secteur des travailleurs indépendants se sentent oubliés. Non, ça, et les jeunes travailleurs. Et les jeunes travailleurs, mais ça c'est trop grave. Je vous ai dit pendant mon intervention que l'intérêt majeur de la réforme de 2012, c'est qu'à partir de 2012, on a instauré ce qu'on appelle le régime social du travailleur indépendant. Et c'est la première fois en Afrique de l'Ouest que le travailleur indépendant a la possibilité, sur la base de ses cotisations, d'avoir accès aux 2 régimes d'assurance quand il va à la retraite. 1, le système d'entraide intergénérationnelle, qui est le régime de base. Et 2, le système d'assurance par capitalisation de son effort personnel d'épargne. Le revenu de remplacement que le système
d'entraide intergénérationnelle lui procure, à savoir 55 à 60% de son dernier salaire, lui, là, il a la possibilité de cotiser pour que quand il va à la retraite, si il pense que chaque fin du mois, lui, il doit avoir 1 million, il cotise pour le supplément. Mais là aussi, Mme Conan, il ne faut pas que les gens trichent sur leur niveau de rémunération. Il ne faut pas que les gens trichent sur leur chiffre d'affaires. On a l'habitude ici de tout dissimuler. Si vous dissimulez la réalité de votre travail, les calculs que la CNPS va faire, mais si vous allez dire à la CNPS que vous, votre activité, vous payez 200 000 francs, alors que vous payez 400 000 francs, mais les cotisations vont être assises sur cette base-là. Mais si vous dites à la CNPS, je me paye 500 000, je me paye 1 million, mais les cotisations vont être assises sur cette base-là, de sorte que si c'est 600 000 francs que vous avez dans le cadre de la solidarité intergénérationnelle, mais on fait les calculs pour que vous cotisez pour le complément de 400 000 francs. Ou si vous voulez même avoir 600 000 francs, on fait le calcul. Tout doit être fait dans la transparence. C'est depuis 2012. Ceux qui avaient été oubliés ont été pris en compte et ils ont même dépassé ceux qui étaient pris en compte, c'est-à-dire ceux qui étaient du secteur formel, qui n'avaient à leur disposition qu'un seul régime, celui du système d'entraide intergénérationnel. Mais le système de capitalisation, c'est maintenant que je vais introduire l'autorisation au gouvernement pour que eux, qui avaient été pris en compte, rejoignent ceux qui n'étaient pas pris en compte, qui les ont dépassés. Et avec cette dernière réforme, les fonctionnaires et agents de l'État, les travailleurs du secteur formel, les travailleurs du secteur informel, ils auront tous désormais une pension qu'ils vont percevoir dans le cadre de l'entraide intergénérationnelle. 2, dans le cadre de la capitalisation qui fait appel à sa capacité à épargner pour les fonctionnaires et agents de l'État, pour les travailleurs du secteur formel et pour les travailleurs du secteur informel. Donc, il va avoir un parfait équilibre social. Tout le monde sera au même niveau. Monsieur le ministre, concernant les travailleurs du secteur informel, entre les textes et leur mise en application, où en sommes-nous? Est-ce qu'au niveau du recensement de ces travailleurs du secteur informel, pouvez nous donner un taux, des chiffres qui montrent que dans les faits, ils sont vraiment pris en compte? Non, votre question, ils sont pris en compte, mais ils sont déjà pris en compte. Par la loi. Maintenant, oui, est-ce voilà. qu'ils sont recensés? Attendez, madame, c'est pour ça qu'ils sont déjà pris en compte. Je vous dis, il y avait un vide juridique. Ils n'étaient pas pris en compte. Et même les fonctionnaires et agents de l'État, il y avait un vide juridique sur la possibilité pour eux de faire la capitalisation. Le test est arrivé. Et le test est arrivé, mais c'est une machine informatique qu'il faut mettre en marche. Tout ça a été mis en marche. Depuis la fin du mois d'avril, ils ont déjà commencé à être prélevés. Il y a 265 000 fonctionnaires et agents de l'État. Du fait de la non-rétroactivité de la loi, ils sont en train de consentir volontairement. Le corps préfectoral l'a fait. Et je suis allé rencontrer les policiers. Je suis allé rencontrer les militaires. Je vais rencontrer les fonctionnaires et agents des services. Mais les gens adhèrent. Ils se font prélever à la source. Le secteur informel. Mais les gens adhèrent. Le dernier recensement que j'ai eu, c'était combien? 65 000 choses, comme on appelle, agents du secteur informel, mais qui n'avaient jamais souscrit à un système d'assurance. Ils le font. C'est la même chose en matière de couverture maladie universelle. Sur les 3 millions d'assurés qu'on a dans notre base de données, ceux qu'on appelle les primo-assurés, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient jamais eu d'assurance dans leur vie, mais il y a près de 1 200 000 personnes, ils n'avaient jamais eu d'assurance maladie dans leur vie, qui ont une couverture maladie aujourd'hui. Donc c'est la campagne de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre de ce que nous avons baptisé la ronde du social, qui nous permettent, à coup d'explication, d'amener les uns et les autres à comprendre. Bien que je sois juriste, je considère que la règle selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi
est difficilement applicable dans nos contextes pour la simple raison que le taux d'alphabétisation dans notre pays, bien qu'il soit constamment en progression, n'a pas le même niveau que celui des pays européens. Donc nous avons recours à ce que nous appelons dans notre jargon une communication qui tienne compte du sociogramme de notre pays. Ceux qui font la politique, comme nous, savent très bien, quand tu vas dans un village et que tu veux faire entendre ton message, tu ne rentres pas comme ça. Il y a des voix autorisées avec lesquelles il faut parler pour que le message que tu veux véhiculer soit entendu. C'est comme si beaucoup sont étudiants là. Quand tu veux arriver sur le campus et que tu veux faire entendre ton message, est-ce que tu peux ignorer les associations des étudiants? Tu ne peux pas les ignorer. Tu pars avec eux, tu les convaincs, ils deviennent tes alliés et puis vous allez convaincre les autres. Et c'est cette démarche que nous faisons. Et pour finir, Monsieur le ministre, pour la question CMU, après cette dénonciation, est-ce que vous envisagez par exemple d'effectuer une descente sur le terrain, des visites inopinées pour vraiment s'assurer non, mais si je dis, ça n'aura plus de sens. Donc ce que je vais faire, je ne vais rien dire. D'accord. Souffrez que je ne dise rien, parce qu'une visite inopinée qui est annoncée n'est plus une visite inopinée. C'est une visite programmée. Merci, Monsieur le ministre. Nous nous acheminons vers la fin de ce panel. Christian Aubrou, vous représentez ici le secteur privé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à toutes les demandes que vous recevez, vous pouvez dire que les jeunes réunissent aujourd'hui les compétences pour pouvoir pénétrer le secteur privé? Alors, ce que j'expliquais, en fait, je prenais certes le cas de Bolloré, mais je pense que c'est la réalité dans d'autres entreprises. Il y a des partenariats qui sont faits avec des écoles qui permettent aux étudiants en fin de cycle d'être en stage, mais également des stages qui sont organisés avec les enseignants pour créer une adéquation entre les modules de formation et les réalités du terrain. Aujourd'hui, on constate que ces problèmes autrefois remarqués sont en train d'être résorbés parce que c'était criard. De nombreux stagiaires avaient du mal à justifier le fait qu'ils n'étaient pas reconduits. Mais bon, après, au terme des stages, quand on faisait des évaluations, c'est des réalités qu'on constatait. Aujourd'hui, de plus en plus, ces réalités sont moindres. Donc, j'ai envie de dire que c'est des sujets qui ont été pris en compte aussi bien par le secteur privé et que par les universités ou écoles professionnelles. D'accord. Merci, Christian Aubrou. Aniela Vekwaku, nous allons vous donner la parole pour le mot de fin. Vous avez parlé dans votre intervention d'un problème au niveau de la curiosité des jeunes. Alors, aujourd'hui, pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner des indications sur les métiers d'avenir auxquels les jeunes devraient pouvoir s'intéresser aujourd'hui? Quels sont les profils pour lesquels, en tant que spécialiste RH, vous êtes le plus sollicité? Alors, les métiers pour lesquels nous sommes le plus sollicités, je dirais peut-être déjà les secteurs d'activité, tout ce qui est alimentation, on en a toujours besoin, tout ce qui va être nouvelles technologies également. Je pense que vous avez vraiment cette curiosité, ces compétences-là. On a beaucoup parlé compétences. Excuse-moi Malika d'en parler encore. Il y a ce qu'on apprend, il y a ce qu'on est. Sachez qu'à compétences égales dans le savoir-faire, c'est vraiment ce que vous êtes qui va faire la différence devant l'employeur. Donc vraiment, connectez-vous à ce que vous êtes pour marquer la différence. Encore une fois, vous êtes les acteurs, les premiers acteurs de votre employabilité. Il y a beaucoup d'informations reçues aujourd'hui. La différence, c'est vraiment vous qui pourrez la faire. Donc, industrie agroalimentaire, nouvelles technologies, services de la santé. Nous sommes un cabinet conseil de recrutement. On a encore beaucoup de mal à recruter. Sachez que quand une entreprise, une institution fait appel à nous, c'est parce qu'elle n'a pas réussi à recruter. Donc, il faut arriver ensemble à se reconnecter, à faire en sorte que nos réalités se rencontrent pour avancer. C'est dans l'intérêt de tous. Ok, voilà. Merci. Merci à Aniela Vekwaku, PDG du groupe Agiloya Afrique, spécialisé dans les ressources humaines. Eh bien, nous allons devoir mettre fin à ce panel. On
on aurait voulu continuer, on aurait pu continuer des heures et des heures. Hélas, il faut bien terminer. Donc, nous allons peut-être recueillir le mot de fin de chacun des panélistes, pas plus d'une minute. Donc, Monsieur Herman Nikwe, représentant l'agence Emploi Jeunes. Oui, merci. En tout cas, ce sont des mots de remerciement. Remerciements déjà à l'endroit des organisateurs du FEMUA pour avoir retenu ce thème sur l'entrepreneuriat et l'employabilité. C'est également l'occasion pour nous de remercier nos partenaires, tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent l'Agence Emploi Jeunes dans la mise en œuvre de ces programmes. Remercier surtout les jeunes qui participent à l'ensemble des dispositifs et les inviter encore une fois à prendre en main leur insertion professionnelle. Les dispositifs existent, venez les tester, rendez-vous sur notre page, rendez-vous dans nos différents sites physiques et ensemble, on va donc vous accompagner progressivement vers votre insertion. Merci beaucoup. Merci Herman Nikwe. Nous allons donner la parole à Soro Ninagafol, directeur général de la fonction publique, représentant Madame la ministre. Merci beaucoup. Je voudrais donc, au nom de Madame la ministre Anne Désiré Loto, encore une fois remercier les organisateurs pour notre présence à ce panel. Je voudrais simplement dire à nos amis, nos frères, nos petits frères, nos parents jeunes, que la fonction publique ne pourra jamais effectivement recruter tous les diplômés. Ça, c'est clair, compte tenu donc de la qualité, de la quantité de diplômés que nous avons et des possibilités de postes de travail que nous avons dans l'administration. Mais nous allons continuer à apprendre au sein de cette jeunesse ceux qui auront les compétences qui vont donc émerger à l'occasion de l'organisation des concours. Mais ce que je peux donner comme message, c'est d'inviter l'ensemble de ces jeunes à embrasser la vision du chef de l'État et à tirer le meilleur profit de tout l'écosystème qui est mis en place, de toutes les dispositions institutionnelles que M. le ministre a rappelé, que le représentant de l'agence Emploi Jeunes a suffisamment exposé aussi, pour vraiment aller vers l'émergence d'une nouvelle classe de jeunes entrepreneurs qui vont nous permettre d'avoir ce qu'on appelle les champions nationaux dans tous les domaines et à terme avoir un cercle vertueux où nous aurons des gens bien formés et des gens bien employés pour une Côte d'Ivoire développée. C'est ce que je peux donner comme message. Merci, M. Soro. Monsieur le ministre, Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Merci. Moi, je voudrais surtout indiquer à l'auditoire, avant d'être ministre, moi, j'étais avocat, donc employeur. Et quand j'étais avocat, j'ai créé moi-même 2 industries dans la transformation du bois. Mais je peux vous assurer, chers jeunes frères, moi j'ai mal, en tant que ministre de l'Emploi, de voir que ces gisements d'emploi qui existent dans notre pays sont inexplorés par vous. On ne peut pas dire que notre pays connaît une croissance constante et soutenue de 8% depuis plusieurs décennies. Et quand vous passez en zone 4, vous passez à Cocody, partout, ce sont des chantiers de construction. Mais ne laissez pas ça aux autres. Il faut que vous-même vous vous appropriez. L'industrie du bois, mais quand je regarde, mais toutes les machines sont des centres numériques. Ce que vous aimez, l'informatique. Quand tu prends des secteurs d'activité qui créent énormément de revenus, et je suis peiné de le dire, tout ce qui est viande bovine, mais vous n'êtes pas dedans. Mais vous n'avez même pas idée des revenus qu'ils ont. Moi, quand j'ai été nommé ministre,
mon directeur de cabinet adjoint est là. J'ai reçu toutes ces personnes-là dans le district autonome d'Abidjan. Il n'y a même pas 3% d'Ivoiriens. Mais je vous jure, ce sont des milliards et des milliards qui brassent. On a fait beaucoup de routes dans nos pays. Mais les conducteurs d'engins, on est obligé d'en faire venir des pays de la sous-région. Elle embauche les gens. Ce n'est pas acceptable. Il faut vous révolter et pouvoir faire des richesses saines. Les emplois sont là. Je ne le dis pas parce que je suis ministre de l'Emploi. Mais intéressez-vous, chers jeunes frères, aux emplois qui peuvent vous permettre d'améliorer rapidement votre condition sociale. Mais un pays ne peut pas être en construction et puis dire que ces jeunes vaillants que vous êtes, vous ne prenez pas votre part. Moi, je veux que les gens viennent me voir. Ah, monsieur le ministre, vous êtes le ministre de l'Emploi, on est là à tel endroit, les gens ne veulent pas nous embaucher, on regarde, il y a de l'emploi, on fait venir des gens à l'étranger. Mais moi, je me suis bagarré avec eux pour les autorisations que les gens travaillent. J'ai dit, mais non, je ne suis pas d'accord. Qu'on autorise des étrangers à venir, je ne suis pas xénophobe, pas du tout. Vous êtes allé à l'école, vous avez de bons diplômes. Mais ce qui vous manque, c'est la curiosité saine. Et vous êtes intelligent. Parce que quand vous le voulez, vous arrivez à le faire. Quand vous le voulez, vous arrivez à le faire. Donc, chers jeunes frères, on n'aura peut-être pas de l'emploi pour tout le monde. Notre objectif, c'est le plein emploi dans notre pays. Mais le secteur agricole, c'est la même chose. J'ai donné des instructions à mon directeur. On est en train de travailler sur la carte de l'emploi dans le secteur agricole. Mais il faut que vous-même, là, secteur construction, secteur agricole, soyez un peu curieux. Et je vous assure, je vais terminer sur ça, les portes de mon ministère vous sont ouvertes. Il vous a dit, c'est 30, 35 ans, il y a des programmes qu'on gère ensemble, 35 à 40 ans. Mais notre pays associe des particuliers, les crises successives que nous avons connues. On a une masse critique de personnes qui ont plus de 40 ans, jusqu'à 45 ans, mais qui n'ont jamais eu un premier emploi. Il faut qu'on se parle. Il faut que vous alliez regarder les opportunités qui existent pour que, ensemble, ce qui peut paraître comme un rêve devienne une réalité. Et cette réalité-là, nous pouvons la réaliser ensemble. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre Adama Kamara, qui va, et son message va faire office de clôture de ce panel. Merci encore de vos précieux conseils. Et on a senti que vous étiez passionné, engagé et que vous êtes même sorti de votre fonction de ministre. Alors, merci pour tout. Alors, cela marque donc la fin de ce panel. Nous remercions encore une fois tous les intervenants. Madame Aniela Vekwakou, PDG du groupe Agiloya Afrique. Merci à Christian Aubrou, directeur de la communication Afrique de l'Ouest au sein du groupe Bolloré. Monsieur le représentant de la ministre de la fonction publique, Nina Gafol Soro, directeur général de la fonction publique, merci. Et également à Herman Nikwe, administrateur adjoint de l'agence Emploi Jeunes, représentant le ministre Mamadou Touré. Merci encore de vos brillantes interventions. Merci à tous les jeunes qui ont bien voulu participer à ce panel qui est à présent terminé. Nous allons passer à présent à la photo de famille. Voilà. Merci.
Voilà, et nous tenons à remercier en tout cas les partenaires de ce panel, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, Olimecop Academy, les jeunes blogueurs de l'UNICEF également, l'Université Nord-Sud. Merci de votre appui.